Et du coup, l'Afrique est le berceau de l'écriture. Ça se défend, ça se tient, au moins pour cette partie-là. Maintenant, les autres ont leur écriture, les Chinois, ça a évolué aussi. Parce que j'écris le japonais, avec l'écriture chinoise. Les Japonais n'ont pas d'écriture à eux. Ils ont appris et modifié l'écriture chinoise. Ils n'ont pas d'écriture propre à eux, les Japonais là. C'est l'écriture chinoise. Tu vois, comme quoi ça évolue. Bon, de côté de l'Amérique latine, les hiéroglyphes, les maillages, les dessins qu'on voit, les hiéroglyphes aussi, ils ont inventé leur système que les Russes avaient découvert à l'époque, etc., dont on connaît maintenant la signification, on enseigne ça. Ils ont aussi inventé leurs écritures. Parce qu'il y a quelques écritures dans le monde, mais il y a des grandes zones comme ça. Or, aujourd'hui, au point de vue expansion dans l'humanité, c'est l'écriture égyptienne, pharaonique, africaine. Mais qui a créé les premières universités en Europe? Quels sont les créateurs des premières universités, l'enseignement supérieur, là où on enseigne? Qui a créé ça en Europe? Les premières universités ne sont pas en Allemagne, ne sont pas en Finlande ou en Suède, ne sont pas en Angleterre, sont au sud, ne sont même pas en France, sont au sud, en Espagne. En Espagne. Les Cordoba, Cordoue, Séville, etc. Les Arabes venant de Bagdad ont disséminé cette union, ont conquis pendant des siècles la péninsule ibérique. Il y a eu des gens comme Averroès, comme Avicenne. On enseignait le canon de médecine d'Avicenne en Hollande jusqu'au XVIIe siècle. On enseignait ça. Voyez-vous, donc c'est des choses extraordinaires, quoi. Ces valeurs de la civilisation que l'Afrique avait déjà dégagées dans l'Antiquité, végétaient dans les bibliothèques de Byzance, étaient reprises à Bagdad, et ce sont ces éléments de la civilisation qu'après l'Égypte, les Arabes, n'est-ce pas, ont véhiculés jusqu'en Afrique. Et par la conquête de l'Espagne, les Arabes sont entrés en Espagne en 711. Ils ont trouvé la dynastie Wisigothe. C'était avant la Renaissance carolingienne. Alors, imaginez l'état de l'Europe, donc, tout à fait au début du 8e siècle après Jésus-Christ. Et quand les Arabes vont sortir, expulsés de l'Espagne, jour pour jour, c'est Isabelle de Castille qui, après avoir assiégé le dernier bastion arabe à Grenade, a passé des accords avec Christophe Colomb en 1492. Cette Espagne qui était semi-barbare à l'entrée des Arabes, après 8 siècles d'occupation, était suffisamment équipée sur le plan technique pour se lancer sur les mers, pour la conquête des océans. Et il faudrait se poser la question suivante. Qu'est-ce que l'Espagne avait de plus que l'Allemagne, que la France, que l'Angleterre, pour expliquer le premier impérialisme à l'aube des temps modernes, l'impérialisme de Charles Quint? Eh bien, c'est le legs de la technologie arabe qui a permis aux Espagnols, comme les Arabes, de faire le point. Les Arabes avaient créé un centre astronomique à Tolède. Ils ont commencé à dresser les premières cartes marines. Ils ont introduit la boussole. Les Chinois commençaient déjà à naviguer en haute mer. Ils savaient faire le point. Il y a des textes chinois du XIIe siècle qui ne laissent aucun doute là-dessus. Et les Arabes, en véhiculant ces connaissances à l'ouest, donc l'introduction de la boussole et du gouvernail axial, c'est-à-dire le gouvernail d'étambeau qui est fixé à l'arrière du bateau par des charnières, à partir de ce moment-là, on maîtrise les mouvements du navire, qui est la caravelle, qui est aussi sûrement l'amélioration d'une version de bateau que les Arabes connaissaient déjà. Et donc, c'est en introduisant tous ces éléments en Espagne et au Portugal. Le Portugal a été le premier pays à se libérer. Vous savez que les croisades, ça a été une réaction de l'Europe pour libérer l'Espagne de ce qu'on appelait l'occupation des Sarrasins. Et l'Europe a pris conscience sur le plan culturel et religieux par une opposition dialectique à l'ensemble du monde arabe. Et il serait intéressant que nous, les Africains, nous fassions une relecture précisément africaine de la chanson de Roland. Parce que ce sont les monuments épiques même qui sont à la base, qui sont les fondements culturels de la civilisation occidentale, qui nous montrent quelles étaient les préoccupations. Charlemagne
un siècle après l'entrée des Arabes, ou un peu, hein, est allé combattre à Roncevaux avec Roland contre ces Sarrasins, justement. Et les croisades, ça a été la véritable prise de conscience de l'Europe en tant qu'individualité culture occidentale de contribuer à rejeter les Sarrasins en dehors de l'Europe. Et c'est donc dans cette lutte dialectique que l'Europe a essentiellement pris conscience de son individualité, et comme en témoigne sa littérature épique. Et finalement, on a voulu contourner les arrières, ce qui explique les croisades en lieu saint. Et le jour où, donc, des signes avec les mêmes valeurs. Bon, or, cette écriture-là, quand les peuples, disons, du Nord là, venaient exploiter les cuivres au Sinaï, avec les ouvriers égyptiens, ben, ils communiquaient avec cette écriture-là. Et les Phéniciens ont pris ça. Il y a même un texte égyptien, le pharaon voudrait faire une barque à Amon, il a envoyé quelqu'un aller chercher du bois au Liban. Donc à Tyr, Sidon, les ports, les Byblos, les ports phéniciens au Liban. Et le gars que le pharaon avait envoyé arrive finalement dans l'un des ports, le Byblos ou Sidon ou Tyr. Et il voit le prince, le chef du lieu. Mais le gars s'étonne, dit, mais enfin, mais qu'est-ce que tu viens faire ici, toi? Mais la civilisation est née chez vous. Hein? Qu'est-ce que vous venez chercher ici chez nous? La civilisation est née chez vous en Égypte. Donc moi, je suis surpris que vous venez encore faire des choses ici, tu vois. Un Phénicien lui dit cette remarque-là. Bon, mieux que ça, les textes égyptiens, phéniciens eux-mêmes, donc écrits par les Phéniciens. Ce texte a été étudié par Ernest Renan, qui l'a présenté à l'Académie des inscriptions et belles-lettres à Paris. Ce texte-là, qu'on appelle la Bible de Sanconiaton, qui est un Phénicien, qui vivait au temps des rois séleucides, il dit que l'écriture phénicienne dérive directement de l'Égypte antique. Eux-mêmes, les Phéniciens eux-mêmes le disent. Bon, alors, voici donc un témoignage historique. Alors ça, c'est l'évolution de l'écriture. Hiéroglyphe égyptien, hiéroglyphe crétois, le linéaire A qui est crétois, le linéaire B qui est crétois, le phénicien du XIIIe siècle avant Jésus-Christ, et le phénicien du IXe siècle avant Jésus-Christ, et c'est la forme suivante de l'alphabet phénicien qui est passé en Grèce. Donc, quand vous dites que l'écriture, vous voyez, est inventée par les autres, vous voyez, tout est parti d'ici, et vous pouvez suivre l'évolution jusque-là. Vous avez encore, et ce même alphabet dit phénicien, vous le retrouvez encore sur les rochers du Sinaï, et on sait que c'est un alphabet que les Égyptiens connaissaient également. Par conséquent, vous ne pouvez pas mesurer tout ce qui appartient à l'Afrique ou tout ce qui est parti de l'Afrique et à peine transformer, remodeler et qui nous a été de nouveau resservi. C'est la raison pour laquelle aussi l'Afrique n'a pas à s'interdire une pensée quelconque. L'Afrique peut puiser les éléments de sa civilisation partout où, si besoin, s'en faisait sentir, parce que tout était parti de l'Afrique. Il y a des peuples qui n'ont jamais d'ailleurs rien inventé. Strictement rien. Qui ont tout reçu. C'est le cas typique de la Grèce ancienne. La Grèce ancienne n'a strictement rien inventé. Ce qu'on appelle invention scientifique. Mais rien, zéro. Ils le reconnaissent eux-mêmes. C'est l'écriture. Bon, on dit quand même, bon, l'écriture grecque. Le grec est écrit. Mais la première chose à inventer, c'est d'inventer au moins son écriture. L'alphabet grec n'est même pas grec. Non seulement les lettres, même les noms des lettres. Quand vous dites bêta, ce n'est pas un mot grec. Alpha, bêta, gamma, delta, etc. Ce ne sont pas des mots grecs. Alpha, c'est pour Aleph, sémitique. Bêta, c'est pour bête, sémitique, veut dire maison. Gamma, c'est guimel, etc. Delta, c'est dalé, etc. Les Grecs n'ont pas inventé l'alphabet. Ça suffit, non, on peut s'arrêter. Ils n'ont pas inventé l'alphabet grec, les Grecs. Alors que tout le monde croit que l'alphabet grec est une invention autochtone des Grecs. Non, ils ont reçu ça. Ils ont reçu ça.
des Phéniciens. Et les Phéniciens eux-mêmes de l'Égypte antique. Ils le reconnaissent, même les Phéniciens. Même si aujourd'hui on y... Ils n'ont pas inventé donc l'écriture, c'est important. Ils n'ont pas inventé l'écriture. Et nous avons retenu ça. Au lieu de dire Aleph, je prends seulement le A. Au lieu de dire bêta, je prends seulement le B. Au lieu de prendre seulement le D, le delta, je prends le D. Donc vous avez A, B, C, D. A, B, D veut dire quoi? B veut quoi? C, D, L, P, K, M, N, U. C'est simplement la première lettre de l'alphabet. Au lieu de dire Aleph, on prend seulement A. Donc, et puis d'abord le mot alphabet c'est quoi? Quand tu ajoutes Aleph et Bêta, ça donne l'alphabet. Même le nom de l'alphabet. Tu vois? Oui, quand tu as alpha, Aleph et Bêta, c'est l'alphabet. C'est l'alphabet. Donc même quand nous disons l'alphabet, ce mot n'est pas indo-européen. On a au départ à Sumer le dessin d'une tête de bœuf approximativement qui devient un peu plus abstraite, qui bascule vers la droite et qui rappelle l'alpha de l'alphabet grec, qui bascule encore et qui me donne le A de l'alphabet latin. Mais au départ, je vous rappelle que le bœuf se disait en sumérien Aleph. Or, on dit pour cette lettre-là en grec alpha. La première lettre de l'alphabet en hébreu se dit Aleph, en arabe c'est Alif. Et donc le nom de la lettre, c'est le nom du bœuf au départ. À l'origine de l'alphabet, il y a donc des dessins. Ces dessins portent les valeurs des sociétés pastorales qui les ont mûris durant des siècles. Il y a des millénaires.